UE5, système appendiculaire, 2. Concernant les muscles interosseux de la main. A. On en dénombre 4 en palmaire, 3 en dorsale. B. Ils s'insèrent sur les métacarpiens et les phalanges distales. C. Ils sont tous innervés par le nerf ulnaire. D. Les muscles interosseux permettent l'abduction des doigts. Concernant les muscles de la main, cochez la proposition fausse. A. Il n'existe pas d'opposant du 5e doigt. B. La masse musculaire de l'éminence sténare est traversée par un seul tendon, celui du long fléchisseur propre du pouce. C. Les lombricaux sont annexés au tendon du fléchisseur commun profond. D. Les interosseux dorsaux permettent l'écartement des doigts. Cochez la ou les réponses S, exact, S. A. Le rétinaculum des fléchisseurs de la main se trouve à la face dorsale du poignet. B. Le muscle fléchisseur commun profond des doigts se termine sur la face palmaire de la base de la phalange distale des 4 derniers doigts de la main. C. Le mouvement d'opposition du pollex est spécifique à l'homme et aux grands primates. D. L'extension du poignet et des doigts dépend du nerf radial. Concernant les muscles de l'éminence sténare de la main, cochez la proposition fausse. A. Le court abducteur du pouce est le muscle superficiel. B. L'adducteur du pouce est le muscle profond. C. Le tendon du long fléchisseur du pouce passe entre les deux chefs de l'adducteur. D. L'opposant du pouce se termine sur la diaphyse du premier métacarpien. Concernant le petit doigt. A. Le muscle abducteur du petit doigt prend une insertion sur l'os pisiforme. B. Le muscle opposant du petit doigt prend une insertion sur l'amalus de l'amatome. C. Le 4e muscle lombricole contourne le bord radial du petit doigt. D. La totalité de l'innervation sensitive du petit doigt est assurée par le nerf ulnaire. Concernant la vascularisation artérielle du membre supérieur, cochez la proposition fausse. A. L'artère axillaire est en dehors de la veine axillaire. B. L'artère brachiale passe dans la gouttière bicipitale interne. C. L'artère circonflexe postérieure traverse l'espace axillaire latéral, égal trou carré de Velpeau. D. L'arcade palmaire superficielle de la main résulte de l'anastomose entre l'artère radiale et l'artère cubito-palmaire. Concernant la vascularisation artérielle du membre supérieur, cochez la proposition fausse. A. L'artère axillaire a une direction oblique en bas et en dehors. B. L'artère brachiale passe en dedans du muscle biceps brachial. C. La gouttière du pouls radial est limitée en dedans par le brachio-radial et en dehors par le fléchisseur radial du carpe. D. L'artère ulnaire descend en dehors du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Concernant les veines du membre supérieur, cochez la proposition vraie. A. Il existe 2 systèmes veineux, un profond qui accompagne les artères et un superficiel qui est un système de refroidissement en se dilatant à la chaleur. B. Les veines superficielles sont drainées le plus souvent par 3 veines principales, la veine radiale, la veine ulnaire et la veine brachiale. C. La veine céphalique naît au niveau du 5e doigt, elle naît de la réunion des veines qui drainent l'éminence hypoténare.
D. La veine basilique chemine dans le sillon delto-pectoral et se jette dans la veine axillaire en formant une crosse. Parmi les nerfs suivants, quels sont ceux qui appartiennent au plexus brachial? A. Phrénique. B. Axillaire. C. Ulnaire. D. Obturateur. Concernant le plexus brachial, cochez la proposition fausse. A. Il provient des 5e, 6e, 7e, 8e nerfs cervicaux et du premier nerf thoracique. B. Seule la branche postérieure de ces nerfs entre dans la constitution du plexus brachial. C. Le tronc primaire supérieur naît habituellement des racines C5 et C6. D. Le faisceau postérieur donne les nerfs radial et axillaire. Concernant le plexus brachial. A. Le plexus brachial est composé de 5 racines rachidiennes. B. Le nerf ulnaire dépend des racines C6 et C7. C. Le nerf musculo-cutané innerve le muscle biceps brachial. D. Le nerf musculo-cutané dépend des mêmes racines que le nerf axillaire. Concernant l'innervation du membre supérieur, cochez la proposition fausse. A. Le nerf axillaire assure l'innervation motrice du deltoïde. B. Le nerf radial assure l'innervation de toute la loge postérieure de l'avant-bras. C. Le nerf médian participe à l'innervation de la loge ténare. D. Le nerf musculo-cutané n'est pas un nerf mixte. Concernant le nerf musculo-cutané. A. Le nerf musculo-cutané reçoit ses neurofibres des racines C8 et T1. B. Le nerf musculo-cutané est une branche terminale du faisceau médial. C. Le nerf musculo-cutané traverse le muscle coraco-brachial. D. Le nerf musculo-cutané innerve le muscle brachioradial. Concernant le nerf radial. A. Le nerf radial reçoit des neurofibres des racines C6, C7, C8 et T1. B. Le nerf radial est une branche terminale du faisceau postérieur. C. Le nerf radial croise la face postérieure de l'humérus. D. Le nerf radial innerve les muscles responsables de l'extension du coude, du poignet et des doigts. Concernant le nerf médian et le nerf ulnaire. A. Le nerf médian traverse le canal carpien. B. Le nerf médian est entouré d'une gaine synoviale. C. Le nerf ulnaire est le nerf principal de l'extension du coude. D. Le nerf ulnaire comporte un territoire sensitif sur les 2 derniers doigts de la main. Concernant territoire sensitif de la main. A. Le doigt de l'axe de la main est innervé, dans sa partie dorsale par 3 nerfs, le nerf médian, le nerf radial et le nerf ulnaire. B. Le territoire forteresse du nerf radial correspond au moignon de l'épaule. C. Le nerf radial est un nerf des mouvements des doigts. D. Le nerf ulnaire innerve un territoire plus important en dorsal qu'en ventral.
Concernant le nerf axillaire. A. Il reçoit ses neurofibres des rameaux ventraux du 5e nerf cervical C5 et du 6e nerf cervical C6. B. C'est l'une des branches terminales du faisceau latéral. C. Il quitte la fosse axillaire par l'espace axillaire latéral. D. Il donne la sensibilité des téguments du moignon de l'épaule par le nerf cutané latéral supérieur du bras. Parmi les muscles suivants, quel est celui qui reçoit classiquement une double innervation du nerf ulnaire et du nerf médian? A. Le muscle supinateur. B. Le muscle long palmaire. C. Le muscle long abducteur du pouce. D. Le muscle fléchisseur profond des doigts. Le canal carpien. A. Répond à la face ventrale du poignet. B. Est une loge ostéo-fibreuse. C. Est traversé par le nerf ulnaire. D. Est traversé par le nerf médian. Concernant le membre pelvien. A. L'os coxal fait partie du squelette du pelvis. B. Le fémur s'articule avec le tibia et la fibula. C. L'axe du pied passe par le troisième orteil. D. Le tarse comporte 10 os. Concernant l'os coxal, cochez la proposition vraie. A. L'aile iliaque, l'ischio et le pubis forment les trois sites d'ossification primaires de l'os coxal, reliés entre eux par un cartilage en forme de X. B. La partie inférieure de l'os coxal est centrée sur le trou obturé avec l'ischio en avant et le pubis en arrière. C. Le ligament inguinal est tendu entre l'épine ischiatique antéro-inférieure et le tubercule pubien. D. La ligne arquée, ou innominée, est la limite théorique entre la cavité abdominale crânialement et le petit bassin, ou pelvis, caudalement. Concernant la morphologie du fémur. A. L'angle cervico-diaphysaire correspond à l'angle d'inclinaison. B. L'angle de déclinaison témoigne de l'antéversion du col fémoral. C. L'angle d'inclinaison est en moyenne de 130 degrés. D. La déformation en coxa vara correspond à une fermeture de l'angle d'inclinaison. Concernant l'extrémité proximale du fémur. A. La tête fémorale regarde en haut, en avant et en dedans, médialement. B. Le petit trochanter donne insertion au muscle carré fémoral. C. La face antérieure du grand trochanter donne insertion au muscle moyen fessier. D. La face postérieure du grand trochanter donne insertion au muscle grand fessier. Parmi les muscles suivants, lesquels s'insèrent, NT, sur la ligne âpre du fémur. A. Grand adducteur. B. Vaste médial. C. Carré fémoral. D. Long chef du biceps fémoral. Concernant le tibia, cochez la proposition fausse. A. Le tibia est l'os le plus volumineux de la jambe. B. Le tubercule sous-condylaire tibial, ou tubercule de Gerdy, est le siège de l'insertion du ligament patellaire.
C. La face postérieure du tibia est marquée par la ligne du solaire, un des chefs du triceps sural, qui est oblique en bas et médialement. D. Le plateau tibial comporte deux surfaces articulaires pour le fémur et une surface non articulaire, l'aire intercondylaire séparée en deux par une éminence tibiale à deux tubercules. Concernant le tibia et la fibula, cochez la proposition fausse. A. L'extrémité proximale du tibia est volumineuse. Sa face supérieure présente les condyles tibiaux. B. Les ménisques sont au nombre de 2. Le ménisque médial est plus fermé que le ménisque latéral. Ils sont rattachés aux condyles tibiaux par l'intermédiaire des ligaments méniscaux. C. Le tubercule de Gerdy se situe sur la partie latérale de l'extrémité proximale du tibia et est le lieu d'insertion du tractus iliotibial. D. La diaphyse fibulaire présente une légère torsion antérolatérale de 20 degrés. Concernant l'extrémité distale de la fibula. A. Sa face postérieure possède une gouttière verticale occupée par le tendon long fléchisseur de l'hallux. B. Sa face médiale porte la surface articulaire avec la face latérale de la trochlée talaire, poulie astragalienne. C. La fosse malléolaire est située en arrière de la surface articulaire malléolaire. D. Son sommet, ou pointe de malléole latérale, est plus postérieur que la pointe de la malléole tibiale. Concernant la patella, cochez la proposition vraie. A. La patella est un os sous-cutané dans la région antérieure du genou qui s'articule avec le fémur et le tibia. B. La patella possède deux bords, latéral et médial, deux faces, antérieure et postérieure, une base et un sommet, égal apex, situés proximalement à la base. C. La face postérieure de la patella est une surface articulaire à deux versants séparés par une crête. D. La patella est globalement convexe en arrière. Parmi les os suivants, lesquels participent, nt, à la constitution du bord médial du squelette du pied. A. Calcaneus. B. Talus. C. Os naviculaire. D. Os cunéiforme latéral. Concernant le tarse, cochez la proposition vraie. A. Le tarse est constitué de 6 os. B. Le métatarsien 5 est médial. C. Le tarse postérieur comprend le talus et le calcaneus. D. Tous les doigts de pied ont 3 phalanges. Le talus s'articule avec A. Le tibia. B. La fibula. C. Le calcanéum. D. L'os naviculaire. Concernant l'os naviculaire. A. L'os naviculaire est articulé avec le cuboïde. B. Il est articulé avec le calcanéum. C. Il est situé au sommet de l'arche médiale de la voûte plantaire. D. La tubérosité développée sur sa face médiale porte l'insertion du tendon tibial antérieur. Concernant l'os cuboïde. A. Il donne insertion au tendon du muscle long fibulaire. B.
Il est en rapport, à sa face plantaire, avec le tendon du muscle court fibulaire. C. Il participe à l'interligne articulaire de l'ifran. D. Il participe à l'interligne articulaire de Chopard. Concernant le deuxième métatarsien. A. Sa tête est proximale. B. Il participe à l'arche antérieure du pied. C. Il représente l'axe du pied, à son niveau. D. Il culmine à près de 1 cm du sol. Concernant l'articulation coxo-fémorale. A. C'est une énarthrose. B. Elle est mobile et solide. C. Le ligament iliofémoral est le plus puissant des ligaments. D. La capsule est lâche en arrière sur le col du fémur.